Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir. La capacité du globe de produire des ressources renouvelables essentielles doit être préservée et partout où cela est possible, rétablie ou améliorée. Ce n'est pas une déclaration récente. Je cite ici 2 des 26 principes adoptés il y a 50 ans lors de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement, ou le sommet de la Terre, qui a eu lieu à Stockholm en juin 1972. Et 50 ans plus tard, les dirigeants du monde sont de retour dans la capitale suédoise pour une nouvelle édition de ce sommet baptisé Stockholm plus 50. Stockholm 1972, c'était une forme de prise de conscience à l'échelle mondiale, et Stockholm plus 50, c'est l'urgence d'agir selon les organisateurs et les experts dans le domaine. Mais comment agir dans un climat de guerre, de conflit et d'inflation? Comment transformer notre modèle économique pour préserver la nature? Et comment produire davantage sans épuiser les ressources de la planète? On en parle aujourd'hui avec nos invités, Benjamin Coriat, auteur et professeur d'économie à l'université de Paris 13 et membre des économistes atterrés, Olivier Babot, économiste libéral, auteur et fondateur de l'Institut Sapiens, et Nicolas Dufresne, vous êtes directeur de l'Institut Rousseau, qui a notamment chiffré les investissements nécessaires pour la France dans le cadre de la transition écologique souhaitée. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous. Et avant de commencer notre discussion, je vous propose d'écouter cet extrait du discours d'Olof Palme, le Premier ministre suédois, lors de la conférence de Stockholm en 1972. Les travaux de la conférence dureront une dizaine de jours. Les résolutions auxquelles ils aboutiront n'auront pas d'effet contraignant. Elles constitueront une vaste déclaration de principes qui permettra à chaque pays de prendre ses responsabilités à l'égard des différentes causes de pollution. Des mesures non contraignantes, donc, même si on le voit dans les déclarations, on parle déjà de la nécessité de ne pas épuiser les ressources de la planète. Benjamin Coriat, est-ce que à ce moment-là, au moment de Stockholm 72, on est conscient qu'il va falloir modifier, voire peut-être transformer l'économie ou le modèle économique? C'est le début de la prise de conscience. C'est l'époque du rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance, Alta la croissance. Donc on commence à cette époque à se rendre compte que voilà, les questions environnementales et climatiques vont devenir importantes. Mais c'est vrai que la grande discussion sur le changement climatique, les grands effets du changement climatique ne sont pas encore venus. Et le passage à ce que maintenant on appelle l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire une période dans laquelle l'activité humaine et industrielle perturbe les équilibres de la planète et transforme les équilibres de la planète, n'est venu que plus tard, en tout cas dans ses manifestations les plus visibles. C'est en 2000 qu'un grand géologue, prix Nobel, a déclaré ça. Nous sommes passés à l'ère de l'Anthropocène. Donc on pouvait comprendre qu'à cette époque, on soit encore dans l'idée que des mesures non contraignantes et simplement incitatives pouvaient être suffisantes. Je pense qu'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est d'imaginer qu'on peut continuer avec des simples mesures incitatives. Et bon, voilà, je pense que ce changement de période par rapport à 1972 devrait impliquer des changements de moyens. Changement de période et puis 12 conférences. Le sommet de Stockholm, c'est le 12e depuis la première conférence, du coup, il y a 5 décennies. Nicolas Dufresne, comment évaluez-vous les politiques économiques, notamment dans les pays industriels, ces politiques qui ont été mises en place pour la lutte contre le dérèglement climatique depuis la conférence de Stockholm 72? Je pense déjà qu'on peut rappeler que depuis 1972, les émissions n'ont pas arrêté de progresser.
à l'exception de l'année 2020 où du fait de la pandémie, elles ont légèrement diminué, mais sinon elles n'ont pas arrêté de progresser. Dans les pays industrialisés, on a certes vu un petit repli, mais qui s'explique par plusieurs facteurs. Des facteurs en effet où on a pris conscience de la nécessité d'isoler mieux les bâtiments, d'avoir des processus industriels moins consommateurs en énergie, mais surtout on a eu une désindustrialisation qui conduit à ce qu'on a finalement exporté la pollution et qu'aujourd'hui, si on prend notre empreinte carbone, certes elle est en réduction et elle est en diminution, mais c'est sans compter les émissions importées, c'est-à-dire les produits qui sont faits ailleurs, en Chine, dans d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes environnementales et que l'on ramène chez nous. Et donc fondamentalement, on n'est pas à la hauteur, évidemment. On n'a pas pris les mesures des changements économiques qui étaient nécessaires, des investissements massifs qu'il fallait mettre en place. Et on est dans une forme d'attentisme et peut-être même de double discours que je trouve vraiment dramatique, qui consiste à promettre beaucoup et à faire peu. Je prends par exemple l'objectif européen du Fit for 55, c'est-à-dire 55% de réduction des gaz à effet de serre dans l'Union européenne d'ici 2030, c'est-à-dire demain. Pour ça, pour atteindre cet objectif, on sait qu'il faudrait changer radicalement, tout de suite, isoler massivement des logements, développer le transport ferroviaire dans des quantités considérables, développer à une grande vitesse l'agroécologie et les énergies renouvelables. Et tout ça, aujourd'hui, n'est pas fait. Il n'y a pas les investissements en face. Donc, on promet beaucoup, mais on agit finalement... Et vous parlez de promesses. Justement, la Première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a parlé du but de ce nouveau rendez-vous en disant qu'il faut accélérer la mise en place des promesses. Il s'agit pour elle, il ne s'agit pas de donner de nouvelles promesses. Olivier Babot, a-t-on réellement besoin d'un sommet pour ça? Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite? C'est toujours compliqué quand vous êtes beaucoup de nations avec des intérêts parfois antagonistes et que vous êtes en concurrence dans beaucoup de domaines, d'arriver à vous entendre. Depuis 1970, il y a eu une prise de conscience de notre destin commun. Vous savez, le éco dans écologie et économie, c'est le même mot grec, c'est oikos. L'oikos, c'est ma maison, c'est l'ensemble de mes possessions. Et ben, on s'est rendu compte, économie, c'est la gestion, c'est les lois de la gestion de la maison. Et ben, on s'est rendu compte que sa maison, la maison commune, c'était le monde. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on n'avait probablement pas prévu il y a 50 ans, c'est que depuis, il y a eu un développement humain absolument extraordinaire. Il y a une multiplication par 2 de l'espérance de vie, un effondrement de la mortalité infantile, un effondrement aussi des problèmes de sous-alimentation. Et ça, d'ailleurs, le nombre de gens qui vivaient en 1950, je crois, avec moins de $2 par jour, c'était plus de la moitié de l'humanité. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Et donc, ce développement, cet accès de beaucoup de gens, d'une grande partie de l'humanité, à des niveaux, à des standards de confort qui étaient avant uniquement ceux d'une toute petite partie, eh ben, ça a créé évidemment cette explosion aujourd'hui de la production. Et si vous me permettez, on va tout de suite écouter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a parlé justement à la conférence de Stockholm. J'appelle les pays du G20 à démanteler les infrastructures de charbon avec une sortie complète pour les pays de l'OCDE dès 2030 et 2040 pour les autres. Et j'appelle tous les acteurs financiers à abandonner les énergies fossiles et à investir dans les énergies renouvelables. Il faut tripler nos investissements dans les renouvelables à 4 trillions de dollars au moins par an. Benjamin Coriat, peut-on se passer aujourd'hui du charbon et du pétrole? La question est comment on en sort. La question n'est pas peut-on s'en passer. La question c'est comment on apprend à s'en passer et comment on s'engage dans des directions qui permettent de réduire au maximum la consommation des énergies fossiles. Il faut cesser de raisonner en termes d'impossibilité. Parce que l'impossibilité, c'est celle qui consiste à continuer dans la trajectoire dans laquelle on est. Les rapports du GIEC ne cessent de dire tous les 3 ans, nous sommes dans le scénario le pire de ceux que nous avions imaginés. Et nous sommes en train de le dépasser. Et tous les 3 ans, ils nous disent ça. Donc, si vous voulez, j'entends bien cette question, mais il y a des choses élémentaires, mais vraiment élémentaires, comme par exemple, qui est dans cette recommandation du GIEC, ne plus toucher un seul gisement d'hydrocarbures nouveaux. Hein,
Olivier Barraud, il avait quelque chose à dire aussi par rapport au charbon. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, on parlait des investissements. Il faut dire que l'Allemagne est en train de s'apprêter à rouvrir 15 centrales à charbon. Et vous entendez bien, le charbon, c'est 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors que le nucléaire, c'est 6 grammes. Et chez nous, parce qu'il est moins carboné qu'ailleurs, et c'est environ 10 à 12 pour l'éolien et le solaire. C'est une catastrophe absolue. Pourquoi ? Les Allemands, ils ont mis 500 milliards, jusqu'en 2029, ils auront mis 500 milliards d'investissements dans l'énergie-wende, le tournant énergétique, qui est un échec complet et qui a fait qu'ils sont dépendants d'éoliennes, qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont mis entre les mains de M. Poutine et ils rouvrent des centrales à charbon. Donc les investissements, pas n'importe lesquels, avec du pragmatisme pour que ça soit efficace. On va continuer ce débat, mais d'abord, c'est la fin de cette première partie de la semaine de l'écho. On va poursuivre le débat sur le futur de notre planète au moment du sommet de la Terre, Stockholm +50, mais après une pause pour les informations. À tout de suite.